Bonsoir à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver ce soir pour une émission impromptue. Euh, je ne vous dirai pas non improvisée, c'est pas voilà, c'est une émission qui devait se faire par rapport à l'actualité qui a lieu à l'heure actuelle et avec Philippe Argillier pour répondre à vos questions et Dominique pour m'accompagner ce soir à poser ces questions. Donc déjà bonsoir tout le monde, bonsoir Dominique, bonsoir Philippe. Bonsoir Céline, bonsoir Céline, Dominique. bonsoir Philippe. Avant de commencer brièvement, je voudrais revenir sur les petites courtes vidéos que nous avons fait ces derniers temps, celle que vous avez vue qui a été faite, refaite, refaite pour cet appel à la candidature, enfin aux bénévoles qui souhaitaient nous rejoindre au Rassemblement des droits de l'homme. Évidemment, elle a toujours cours, cette annonce, ces annonces. Je pense que l'équipe rapidement vous feront des petites vidéos comme ça pour vous expliquer un petit peu quels sont les besoins que nous pouvons avoir au Rassemblement des droits de l'homme, besoins précis, mais il va de soi que tout le monde est bienvenu au Rassemblement des droits de l'homme, que toutes les compétences sont les bienvenues et que nous n'attendons pas de profil particulier, évidemment. J'espère que tout le monde a bien compris aujourd'hui que le Rassemblement des droits de l'homme s'articule autour de vous tous, de nous tous, et que nous sommes tous experts en la matière d'un des domaines que nous allons travailler au RDH, puisque aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est nous rendre notre dignité, c'est de nous rendre notre accès à nos droits et surtout une vraie justice afin que nous puissions tous vivre ensemble heureux et en ne manquant de rien. Et c'est pourquoi vous êtes les seuls aujourd'hui à savoir ce dont vous avez besoin. Peut-être pas comment vous l'apporter, mais en tout cas, vous savez ce dont vous avez besoin. Alors, ça fait déjà de vous un expert. Et puis, peut-être que certains d'entre vous savent ce qu'il faudrait pour, en tout cas, nous aider à améliorer les institutions telles que nous les connaissons. Et donc, voilà, tout le monde a sa place. Donc, je réitère à nouveau, nous avons besoin de vous parce que sans vous, nous n'avancerons pas. Et fréquemment, on nous dit mais qu'est-ce que vous attendez? Eh bien, nous vous attendons, tout simplement. Alors ce soir, c'est un peu particulier puisque Monsieur Argillier nous rejoint et va répondre aux questions que nous avons reçues depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours, au même titre que nous avons reçu énormément de personnes qui souhaitaient nous rejoindre au RDH. Eh bien, nous avons reçu des questions. Alors l'équipe de communication a pris ces questions et puis on a essayé, en tout cas, de lui poser ce soir. Nous allons lui poser des questions qui, à notre sens, vont faire sens avec ce que vous vivez et ce seront des questions qui toucheront à l'actualité qui nous est si pénible à vivre aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais laisser Dominique. C'est Dominique qui va poser la première question, n'est-ce pas? Ces questions, on n'en a pas énormément, mais enfin, elles sont suffisamment nombreuses pour qu'en tout cas, ça laisse le temps à Philippe Argillier de s'exprimer sur ces sujets. Et puis en même temps, pour que l'émission ne soit pas trop longue, puisque nous espérons pouvoir réitérer l'expérience régulièrement à mesure que l'actualité également fluctuera. N'est-ce pas, Philippe? Bien ça? Effectivement, d'ailleurs Céline, je précise que c'est vous-même qui m'aviez dit que vous avez fait une sélection, hein, parce que vous aviez Oui, reçu c'est ça. énormément de questions. Ouais, énormément de Et comme questions. il était impossible d'y répondre à toutes, on peut faire ça dans plusieurs émissions, et que vous avez Il fait le une faut. sélection hein, le plus propice pour l'actualité d'aujourd'hui. Donc, C'est ça, c'est ce ça. qui va permettre d'y répondre en toute transparence, comme d'habitude, mais surtout de Mm, se focaliser vraiment sur ce qui se passe en France aujourd'hui. oui. Dominique, j'espère qu'on va bien vous recevoir. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est Bon, fais pas. un essai. Et puis, si tu n'arrives pas, moi, je serai derrière toi, je t'aiderai. Si ça capte trop Ah bah, mal. Vas-y. ça va. Ouais. Philippe, quelle est Allez-y, votre Dominique. opinion? Quelle est votre opinion sur les mesures prises par notre gouvernement pour ce deuxième confinement? Quelle est mon opinion sur les mesures Sur prises les... par notre gouvernement sur le deuxième confinement? Tout à fait.
Alors l'émission va durer que 30 minutes et je dois répondre à plusieurs questions. Donc je vais rester très succinct, mais je vais être très direct. C'est de la cacophonie. Hein. Le problème, c'est qu'on ne sait plus aujourd'hui ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc, en ce qui me concerne, les mesures qui ont été prises par le gouvernement restent très hésitantes, car on parle de confinement, mais ce n'est pas un confinement. Ce sont des restrictions qui ont été mises en œuvre, en mesure, mais sous le toit d'un confinement. Le premier confinement était plus un vrai confinement, car les gens n'étaient pas autorisés à sortir, les écoles étaient fermées, et donc ce qui permettait vraiment un contrôle, si contrôle véritable devait se faire sur cette pandémie, alors qu'aujourd'hui, on fait un confinement, mais pratiquement toutes les portes restent grandes ouvertes. À savoir, déjà, on commence par nos plus jeunes, les écoles. Alors là, ça se contredit totalement. Comment peut-on parler de confinement et autoriser tous ces enfants, hein, aussi bien des plus jeunes jusqu'au baccalauréat, demain à se positionner dans leurs écoles? Premièrement, psychologiquement parlant, c'est très grave parce que pour eux, on parle de confinement, on parle d'une maladie qui tue, mais malgré tout, vous êtes étudiant, vous êtes jeune, donc vous pouvez y aller. Non, pas du tout. Quelle est la différence entre un jeune de 20 ans et un adulte de 30, 40 ou même plus âgé? Sauf que peut-être les très âgés, bien évidemment, sont beaucoup plus à risque. Donc pour un jeune, déjà, psychologiquement parlant, on lui dit qu'il est dangereux, sinon mortel, de ne pas se confiner, mais on l'oblige d'aller à l'école. Déjà, ça pose un gros problème. Hormis ça, dès le départ aussi, ça pose un gros problème vis-à-vis de ce jeune adulte ou de cet enfant, de dire, mais l'État, le gouvernement, de quoi il parle? Donc déjà, dès le départ, ça met un grand point d'interrogation sur les compétences actuelles de notre gouvernement, de notre président, et à longue échéance, ce qui laisse encore supposer que tous ces gens auront de gros problèmes à faire confiance sur les suivis et sur ce que font les gouvernements. Deuxièmement, les jeunes vont aller demain au lycée. Très bien. Au collège, les plus jeunes en maternelle, jardin d'enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont probablement, si Covid et si statistiques réelles sont là, telles qu'on en parle, à savoir une pandémie qui tue, les mots d'Emmanuel Macron étaient très graves lors de son dernière intervention, allez, c'est encore plus grave de ce qu'on aurait pu imaginer. Alors, plus grave de ce qu'on aurait pu imaginer, mais on libère un confinement et on le rend plus flexible. Ça contredit totalement. Mais imaginons que M. Macron a raison et qu'effectivement, cette deuxième vague est plus grave que la première. Alors que, dans le premier confinement, la situation était déjà très grave, mais les enfants restaient à leur domicile. Donc aujourd'hui, ils vont aller dehors. Et sur ce statut, ils vont bien évidemment, si on écoute et on accepte les consignes et les statistiques qui nous sont données à travers BFM, à travers CNews, à travers TF1, le pays est à un niveau au plus haut risque. Donc, effectivement, les étudiants vont être à très haut risque. Donc, ils vont probablement, une grande majorité, attraper le Covid-19, retourner à la maison, redonner ce Covid-19 à leurs parents et leurs grands-parents. Quel sens, honnêtement, pouvons-nous faire de ces mesures qui sont données de notre gouvernement? Deuxièmement, hormis les écoles, il y a les commerces. Très bien. On sait que le Covid-19 s'attrape si on ne respecte pas la distance.
D'ailleurs, à ce propos, je vais juste faire une parenthèse sur les élèves. En cours de récréation, et pour les plus grands, on leur donne comme instruction de garder les distances au maximum. Très bien. Quand ils sont en cours de récréation, et la plupart, ceux dans des lycées, une grande majorité sortent dans la rue pour, en attendant que le deuxième cours se passe, mais là, ils ne peuvent plus sortir dans la rue. Parce que c'est plus le Covid-19. Là, c'est possibilité de terrorisme. Donc, je suis en danger dans la cour de récréation, je suis en danger dans la rue. Qu'est-ce que je fais? C'est dur à choisir. Hein? Est-ce que je risque de mourir, de faire mourir mes parents, ou est-ce que je risque, moi, de mourir dû à un acte de terrorisme? Alors, vulgairement parlant, c'est carnaval. Comment pouvons-nous, honnêtement, encaisser ces mesures sans donner un sentiment d'angoisse, plus qu'un sentiment, une réalité de panique totale aux Françaises et aux Français? Ensuite, on leur dit les grandes surfaces restent ouvertes. Parfait. Grande surface dit beaucoup de monde. Hein? Donc, endroit idéal encore, mais nécessaire. Parce que bien évidemment, il faut manger, il faut se nourrir, il faut acheter tout ce qu'il faut pour tenir la famille. Mais à ce moment-là, on empêche aux petits commerçants d'ouvrir. Eux doivent fermer. Là aussi, c'est un non-sens absolu. Parce que vous allez vous retrouver dans des grandes surfaces par milliers. Généralement, chez un petit commerçant, je doute que vous allez vous retrouver par même dizaines. Comment peut-on imposer à ces petits commerçants de fermer leurs portes alors qu'on autorise, bien évidemment, les grandes surfaces, on est obligé, parce qu'il faut se nourrir, à rester ouvertes. À ce moment-là, on ne peut pas faire de commune mesure. Il faut respecter ce droit d'ouverture. Car si on ne le fait pas, on empêche ces gens-là de survivre, parce qu'aujourd'hui, ils ne vivent même plus de leurs recettes, ils survivent. Mais hormis ça, on autorise les gros porteurs, une fois de plus, à encaisser le maximum dans un minimum de temps. Alors, s'il y a vraiment un confinement à faire, faisons-le. Si véritablement les statistiques sont là et on meurt aujourd'hui de Covid-19, fermons à ce moment-là l'entièreté de ce qui n'est pas vital, gardons nos enfants à la maison. L'école à la maison, ça se fait. Hein. Et vous imaginez bien que ça doit se faire si effectivement on meurt du Covid-19 et si effectivement les statistiques qu'on nous donne sont véritables. Je terminerai pour répondre à cette question. Ce que le gouvernement nous a donné aujourd'hui est un agenda qui correspond à rien, qui ne tient pas la route. Par contre, un agenda qui peut-être tient la route sur leur agenda, à savoir, plus la population panique, plus la population stresse, plus elle est malléable, formatable, si ce mot existe. On formate ainsi les gens. Et c'est dans la panique qu'on peut mieux contrôler les gens. C'est connu, ça date de l'âge de pierre. Simplement en 2021, aujourd'hui, avec des gouvernements comme les nôtres, c'est pas correct. Et c'est le système en place, c'est ce système en place qui doit, une fois pour toutes, éradiquer. Car d'agenda, et c'est là que je me positionne, l'agenda dont je parle est-il peut-être celui dont on nous a déjà bien prononcé ce qui va se passer dans les mois qui viennent, une application où cette traçabilité numérique se posera? Bien évidemment, et c'est normal. Parce que vous imaginez, si on meurt du Covid, mais grâce à cette application, on peut vous prévenir que vous attrapiez le Covid, donc elle est indispensable, sinon nécessaire.
sinon impérative. Et probablement, vous allez devoir, et nous allons tous devoir avoir cette application. Ce qui va faciliter aussi au niveau du timing, c'est l'arrivée de la G5. C'est quand même intéressant. Donc, l'agenda direct du confinement ne tient pas la route. Je ne suis pas un complotiste. Hein. Je suis le président du Rassemblement des droits de l'homme, ancien consultant pendant 15 ans. Nous connaissons, je dis nous, je ne suis pas le seul, l'organigramme d'État au-delà de nos frontières. Les agendas existent, pas ceux dont on vous fait part, les autres que vous financez, mais qui sont très réels et qui, quelque part, ont toujours été ceux qui dirigent la politique du pays intérieur. Donc, l'agenda dont moi je fais référence aujourd'hui, serait-il, je dis bien, serait-il, je n'accuse personne, je demande à tous nos concitoyens de réfléchir, serait-il celui de traumatiser la population? Mais alors, si on la traumatise pour des fausses raisons, serait-il pour appliquer un agenda qui serait justement d'arriver à avoir une traçabilité numérique dans les mois qui viennent et d'un vaccin, un vaccin du Covid-19. Alors là, moi, je me pose la plus grande des questions. Dans les années 80, il est sorti un virus qui s'appelle le HIV. Nous sommes en 2021. Le HIV n'est pas un virus de l'homme, c'est un virus, on le sait, qui au départ était sur les animaux, les singes, et ensuite qui a muté, mais d'une façon naturelle. On n'a toujours pas trouvé de vaccin contre le HIV. Étonnamment parlant, il y a un an, un couple de Chinois, après avoir mangé un repas à Wuhan, sont sortis et ont infecté la planète entière. Mais rassurez-vous, nous allons avoir la possibilité de trouver un vaccin sous une échéance de 18 mois. Pourquoi commence-t-on pas à trouver un vaccin pour le HIV? Il a déjà débuté en 82. Comment pourrions-nous trouver un vaccin contre un virus dont le responsable est l'homme, qu'on puisse trouver un vaccin en espace de 18 mois, alors que sur d'autres virus, on est toujours en attente de vaccin? Étonnamment parlant, les gros groupes financiers et les gros porteurs, sans les nommer, un gros financier qui s'appelle Bill Gates, sur les territoires africains, et vis-à-vis de l'OMS d'ailleurs, un gros financier, finance et déjà espère que finalement le vaccin du Covid-19 se mettrait en place. Seriez-vous utilisés comme des cobayes ou seriez-vous utilisés à des fins, une fois de plus, financières pour les gros groupes dont vous n'appartenez pas, mais que vous alimentez? Car ces gros groupes, sans vous, n'existent pas. Deuxième option, le Covid-19 est bien là, notre gouvernement autorise nos enfants à aller à l'école, alors là, c'est un génocide. Pire encore, ils mettent notre jeunesse, c'est-à-dire le futur de la France, à risque. Impardonnable. Prochaine question. Prochaine Je question. vous entends pas. Comment ça, vous ne m'entendez pas? C'est impossible. Je vous Tout entends. fonctionne très bien chez moi. Je Toujours. vous entends. Vous voyez, vous m'entendiez. Parfait. Comment Parfaite auriez-vous représentante du géré Rassemblement des le droits de l'homme, exact. Je vous écoute. Comment auriez-vous géré le confinement, Philippe? Comment j'aurais géré le confinement? Excellente question. Mais avant d'y répondre, alors Ouais. pour que je puisse vous répondre, il va falloir qu'on prenne l'option que le RDH est à la tête du pays. Parce que je ne peux pas répondre en tant que Philippe Mais tout à Argillet, fait. individu, à Nice, qui va résoudre le problème du confinement. Donc cette question, hormis toute Oui. arrogance de ma part,
Mais pour bien y répondre, je dois y répondre donc en imaginant que le Rassemblement des droits de l'homme est à la tête du pays. Comment j'aurais géré le confinement? Pour moi, ça aurait été très clair, très direct et très rapide. Premièrement, étant donné que, au travers du Rassemblement des droits de l'homme, la France retrouve son indépendance immédiate, éradique tout système en place dès son arrivée, ça veut dire stop, arrête tout arrangement diplomatique avec tous les autres pays, en commençant par l'Europe. On est très amis, on est des pays voisins, mais j'aurais demandé et j'aurais reçu les statistiques en France, et non pas des statistiques qui peut-être auraient été formatées, comme elles le sont peut-être, par rapport à une politique et un agenda européen et peut-être global mondial. Rappelez-vous, la France en elle-même est un pays associé à d'autres pays, associé à des agendas prévus à l'avance, associé à un agenda global. Le RDH reprend la France à son départ. Donc, RDH à la tête du pays, j'aurais demandé les vraies statistiques, celles vraiment qui conviennent à appliquer par rapport aux Françaises et aux Français. Je n'aurais jamais subi l'influence de quoi que ce soit ou de qui que ce soit vis-à-vis d'autres pays. À ce moment-là, j'aurais eu deux options. Les statistiques montrent effectivement, en toute transparence, sans aucun agenda, sauf la sécurité sanitaire des Françaises et des Français, que le Covid-19 est là, est vraiment là et tue. À ce moment-là, j'aurais confiné le pays. Oui, pendant 2 mois. Minimum. Mais rassurez-vous, le cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous y invite, accoutumez-vous avec ce cahier des charges. Il est positionné sur l'extérieur de nos affaires, à l'extérieur de la France, non pas à l'intérieur du pays. Ce qui veut dire que, en reprenant les affaires extérieures du pays, on récupère de grosses sommes d'argent qui nous appartiennent, qui vous appartiennent. Donc nous aurions eu une stabilité, une vraie stabilité financière du pays, et non pas des crédits dont on parle, dont Jean Castex vient d'annoncer encore 20 milliards de crédits en plus pour aider les petits commerçants. Je n'ai jamais connu un pays avec autant de facilité de crédit. 2 ans en arrière, les gilets jaunes, on ne pouvait rien faire pour eux, et ça se situait à des montants tout petits. Aujourd'hui, pratiquement les crédits que la France prend, ça va représenter bientôt quoi? Le budget des États-Unis? Je veux dire, on est dans un délire total. On parle de milliards en France aujourd'hui, comme on parle de baguettes de pain. Pas de problème, on va prendre 20 milliards de plus, on va donner aux commerçants. Prenez le crédit. Si effectivement on prenait le crédit, il faut les payer après, hein, avec les intérêts. Donc, avec le RDH, on récupère les fonds, nos fonds à nous, déjà dans le pays. Donc j'avais une couverture financière pour les Françaises et les Français. Et j'aurais pu me permettre de les confiner pendant 2 mois pour leur assurer une sécurité sanitaire, sans aucun problème. 1, parce que j'aurais eu contrôle de ces statistiques, elles n'auraient pas été formatées par un agenda qui n'aurait pas été le nôtre, la France. 2, j'aurais eu une assise financière qu'on n'a pas aujourd'hui. Uniquement car le cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme est positionné sur les affaires extérieures de notre pays, qui sont en place depuis des décennies et qui va à l'encontre de vos intérêts. Option 2. Le Covid-19 n'est pas aussi grave tel qu'il est, ne tue pas autant, donc toujours dans l'esprit où ces statistiques
sont bien réelles et authentiques, à ce moment-là, je n'aurais jamais confiné le pays. Ce que j'aurais fait, on aurait, avec l'aide de nos soignants, de nos docteurs, j'aurais écouté à ce moment-là quelle procédure en place on aurait pu mettre pour sécuriser au mieux ce virus, sans pour cela aller dans le délire de ce virus, car peut-être qu'il n'y a pas de délire à avoir, hein, on ne sait pas. Et à ce moment-là, des mesures auraient été prises, mais par rapport à une vraie situation, une situation qu'on aurait contrôlée, car à ce moment-là, la France aurait été non pas soumise à un agenda dont véritablement elle n'a rien à faire avec, et le seul agenda aurait été celle des Françaises et des Français. Donc voilà comment moi j'aurais géré ce Covid-19, mais avant tout, j'aurais donné des messages transparents, pas contradictoires. Et je vais vous dire, ces messages contradictoires, il ne faudrait même peut-être pas en vouloir à Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron est un représentant de ce système. Il est à titre président de la République, mais loin, très loin d'être un chef d'État. Un chef d'État, c'est celui qui décide en son nom pour son peuple. Un président de la République aujourd'hui, c'est celui qui adhère à un système qui, à son départ, n'est pas pour le bien-être des Françaises et des Français. Ce système, il faut l'éradiquer une fois pour toutes. Et c'est ce que je vous dis depuis ces 2 dernières années. Et je ne dis pas ça sur des spéculations ou sur des promesses politiques. Je ne suis pas un homme politique. Je vous dis ça sur des données que nous avons, qui ont été sécurisées, répertoriées, vérifiées. Nous savons de quoi nous parlons. La seule solution aujourd'hui est d'éradiquer le système en place pour littéralement construire une 6e République qui serait uniquement ancrée sur les Françaises et les Français. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne garderait pas une politique extérieure des plus amicales, mais par contre, la priorité resterait sur nos concitoyens et uniquement sur eux. Voilà ma réponse. Céline? Eh ben non, c'est à Dominique de poser une question. Je veux bien la poser. On continue dans le confinement et le déconfinement. Concernant le déconfinement, comment auriez-vous procédé? Alors, on reprend l'idée que le Rassemblement des droits de l'homme est à la tête du pays. J'ai pris l'option 1 que je vous ai expliqué, à savoir j'ai confiné le pays. Comment j'aurais déconfiné? À ce moment-là, j'aurais fait en étapes. Pas du jour au lendemain, tout le monde dehors. Parce que ça aurait fait un effet, j'utilise beaucoup de métaphores dans mes explications. Je pense que vous avez entendu parler du Black Friday, du vendredi noir, qui a débuté aux États-Unis. C'est un vendredi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se positionnent la veille, 24 heures à l'avance, pour se trouver derrière cette porte qui va s'ouvrir pour acheter à bas prix la marchandise. Mais ce Black Friday, c'est-à-dire qu'on contient le monde et puis d'une seconde à l'autre, on ouvre les portes. Et là, c'est une cacophonie totale et certains meurent de ça. Bien évidemment, si j'avais confiné le pays, je ne l'aurais pas déconfiné du jour au lendemain. On aurait fait ça par étapes. Et ces étapes auraient été faites avec, une fois de plus, l'avis d'équipes soignantes, de gens qui savent de quoi ils parlent, des vraies personnes qui sont là véritablement pour l'hygiène sanitaire des Françaises et des Français et qui ne sont pas commandités par un agenda qui leur est donné. Et c'est là le problème.
À partir de ce moment-là, j'aurais réuni ces gens-là et sous une échéance de 4 semaines, on aurait déconfiné le pays dans son entièreté, mais ça se serait fait par étapes prioritaires. Voilà comment j'aurais déconfiné le pays. Très bien. Alors moi, j'ai une question à nouveau à vous poser. Vous savez qu'on a une cellule adolescent dans laquelle il y a des ados qui s'expriment et puis on a aussi des questions qui viennent beaucoup de parents et de grands-parents. Donc, c'est une question qui va toucher nos enfants. Que pensez-vous du fait que l'on parle des attentats à nos enfants comme d'une situation, certes, épouvantable, mais avec laquelle il va falloir vivre au quotidien, tout comme avec le Covid? Je m'explique, pour avoir eu beaucoup d'ados et d'avoir eu beaucoup d'adultes au téléphone ces derniers jours qui nous ont posé cette question, on nous a beaucoup banalisé ces situations en nous disant, voilà, il va falloir apprendre à vivre avec. Sauf que ça, c'est un discours que certains adultes peuvent comprendre et entendre, bien que ce soit déjà difficile, quand on a normalement des gens qui sont là pour nous protéger. Mais ça l'est encore, c'est encore plus difficile de l'entendre quand il s'agit d'enfants. Et nos enfants ont du coup du mal à comprendre ça. Voilà. Vous me parlez, la question n'est pas sur le Covid, elle est sur… Sur les deux, aussi bien sur le fait qu'on nous dit, qu'on a dit beaucoup aux enfants qu'il allait falloir vivre avec ces attaques sur notre territoire et qu'il allait falloir apprendre à vivre avec. Et également avec le Covid, où on dit à nos enfants, il va falloir apprendre à vivre avec. Alors, vous, qu'en pensez-vous et qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous dit aux enfants? Moi, ce que j'aurais fait personnellement, c'est avant tout de donner cette responsabilité aux parents. Je ne pense pas que ce soit à l'éducation nationale d'imposer à des professeurs un discours qu'il faut vivre avec le Covid-19 ou vivre avec le terrorisme. Parce que déjà, c'est faux. Comment peut-on, dès le départ, angoisser nos plus jeunes dans une situation qui n'est peut-être pas? Bien évidemment, c'est le rôle du chef de l'État à s'adresser aux citoyennes et aux citoyens. Et d'ailleurs, si tel avait été le cas, au travers du RDH, je me serais aussi adressé aux plus jeunes. Et je leur ai, moi, expliqué, venant de moi-même, venant du chef de l'État, expliquer comment on doit gérer ce Covid-19 et comment on doit gérer ce sujet du terrorisme. Mais je n'aurais jamais demandé à un ministre de demander à toutes les écoles en France, je prends l'exemple très concret du professeur qui a été égorgé, de donner une explication sur ce qui s'est passé, car déjà, c'est très risqué de faire ça, car nous n'avons pas le contrôle sur chaque professeur en France. Comment pouvons-nous assurer que le professeur en question ne va peut-être pas détourner cette vérité selon une idéologie qui est la sienne? C'est-à-dire qu'il pourra donner un message qui est le sien à des étudiants et des étudiantes. Ce message ne peut pas être donné et remis à des professeurs. Seules deux entités peuvent le faire, le chef de l'État et les parents de ces enfants. Maintenant, le message clair au niveau du chef de l'État et au niveau des parents, c'est suffisant. S'il y a à avertir d'un événement spécifique, on peut le faire dans la seconde, dans la minute, dans toutes les écoles de France. Mais de créer une panique dès le départ, déjà que dès le départ c'est une panique. On est confiné, mais on doit aller à l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que peut-être je vais mettre à risque papa, maman et mes grands-parents, développer un sentiment de culpabilité chez l'enfant, parce que c'est dur comme décision. Parce que si l'enfant écoute l'actualité, il reste chez lui. Emmanuel Macron lui-même, le président de la République, a dit que c'était pire que le premier confinement. Mais alors papa, maman, pourquoi on m'oblige d'aller à l'école?
Je ne veux pas aller à l'école, mais j'y suis obligé. Ça veut dire qu'en étant obligé d'aller à l'école, je vais vous mettre à risque. Et si grand-père, grand-mère meurt, c'est de ma faute. Alors je ne vais pas à l'école. Mais non, tu dois y aller. Mais vous vous rendez compte dans la tête d'un enfant? Et c'est ce qui se passe chez les adultes. C'est un cirque, ce qu'on nous donne. Un cirque. Donc, je terminerai ma réponse en disant que l'autorité doit être uniquement donnée, aux parents, car eux, mieux que quiconque, connaissent leurs enfants et sauront leur parler en utilisant les mots appropriés par rapport à tel enfant. On ne généralise pas un discours chez des enfants sur le Covid-19 et sur le terrorisme. Vous imaginez chez un enfant l'actualité? Papa, on meurt du Covid-19 et puis on coupe, on se fait tuer à coups de couteau et on tranche les gorges. Mais il faut savoir garder nos enfants à côté de cela. Cela ne veut pas dire leur empêcher de voir la vérité. Loin de là. Ça veut dire de les protéger. On ne peut pas traiter un enfant comme un adulte. Et c'est ce que fait notre gouvernement aujourd'hui. C'est insensé. Insensé. Voilà ma réponse. Merci. Alors, j'ai juste une question à formuler juste derrière celle-ci, qui est juste encore en rapport avec, avec ce dont nous parlions, et parce qu'après, on va changer de sujet un petit peu. Pouvez-vous faire quelque chose contre le terrorisme? Pour répondre à cette question, je dois reprendre une fois de plus l'option où le Rassemblement des droits de l'homme est à la tête du pays. Ma réponse est oui. Je vais vous dire pourquoi ma réponse est oui. Parce que on ne règle pas le terrorisme en France. C'est pas en France qu'on va régler le problème du terrorisme. C'est à l'extérieur de nos frontières qu'on va régler le problème du terrorisme. Ce qui se passe aujourd'hui, en commençant par, on ne va pas partir dans les années 80, plus récent, Bataclan. Rappelez-vous, et bien que ça a été mis vite sous un couvercle, ceux qui étaient au Bataclan, le terroriste, pendant qu'il tirait sur les gens, a dit « on vous fait ce que vous faites chez nous ». Effectivement. Que faisons-nous dans les pays étrangers avec nos interventions militaires, nos forces militaires? Vous n'êtes-vous jamais posé la question, qui vous coûte d'ailleurs, c'est le plus gros paquet, hein, la défense. Que faisons-nous dans tous ces pays que je connais très bien? Facilitons-nous un système d'État en place depuis des décennies par rapport à des obligations diplomatiques qui ne ramènent rien aux Françaises et aux Français? Pourquoi des bases militaires de partout? Pourquoi? C'est très simple, hein. Moi je suis quelqu'un de très simple, j'aime pas m'ennuyer, j'aime pas me faire des problèmes alors qu'il n'y en a pas, bien qu'en France, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mais vous êtes à Paris, vous êtes sur les Champs-Élysées. Les seuls militaires que vous voyez, c'est Vichy-Pirates. Alors, ils sont 4, ils sont 5, leurs fusils mitrailleurs, ils marchent, on se sent très fort, c'est bien, heureusement qu'ils sont là. Mais imaginez que ce n'est pas Vichy-Pirates. Imaginez que c'est des forces de l'Irak, des militaires turcs, syriens, chez nous, avec des camions blindés, des fusils mitrailleurs aussi. Bon, on est là.
parce que notre gouvernement nous envoie chez vous pour vous surveiller, pour voir ce qui se passe. Est-ce que vous avez vu un seul militaire étranger dans notre pays? Si c'est le cas, je retire tout ce que je dis. Mais si ce n'est pas le cas, c'est à nous de retirer nos troupes. Il faut arrêter de se mêler d'affaires qui ne nous regardent pas. Le problème du terrorisme se résoudra à l'extérieur de nos frontières. J'ai le courage de le dire. Et je vais même plus loin. Et j'engage ma responsabilité personnelle. Sachez que si un jour le Rassemblement des droits de l'homme est à la tête du pays, la France sera le pays le plus protégé contre le terrorisme. Parce que les mesures qui seront prises ne seront pas prises à l'intérieur du pays, mais elles seront prises à l'extérieur du pays. Il faut savoir dans la vie se mêler des choses qui nous regardent et laisser les affaires qui ne nous regardent pas aux autres. Et moi, je vais vous dire, et je ne suis pas quelqu'un de vulgaire, mais si on utilise une métaphore, quand il y a de la merde et qu'on la remue, ça sent encore plus mauvais. Et sur ces sujets-là, il faut apprendre et accepter une nouvelle politique basée non pas sur des agendas stratégiques qui profitent aux plus riches, mais bien aux droits de l'homme. Là est la clé de la réussite. Là, on sécurise notre pays. Il faut comprendre d'où ces actes proviennent et non pas se faire passer pour D'Artagnan ou un héros qu'on n'est pas, à savoir ces grands discours, ces politiques qui disent on est plus fort, on va battre le terrorisme. C'est faux. Si vous arrivez à battre le terrorisme, alors remettez vivants tous les gens qui sont morts. J'avais ma fille sur cette promenade des Anglais. Par miracle, ce camion bélier ne l'a pas tué. Par miracle. Par contre, il y a eu 86 morts. Alors remettez ces morts, remettez les vivants. Alors je retire tout ce que j'ai dit. Mais on ne peut pas faire marche arrière. On n'est pas plus fort qu'eux. Restons humbles. Cette arrogance de dire qu'on est plus fort que les terroristes, c'est faux. Nos militaires, nos policiers ne veulent pas mourir pour leur cause. Chaque militaire sur son téléphone a la photo de son enfant ou de sa femme qui veut rejoindre après le combat. Chaque policier, même ceux de la BAC, veulent rentrer chez eux et retrouver leur bien-aimé. Un terroriste, la seule photo qu'il a, c'est Allah. Il veut mourir pour sa cause. Personne chez nous veut mourir pour notre cause, heureusement. Mais malgré tout, il faut raisonner et comprendre que ces gens-là meurent pour leur cause. Ça veut dire que si vous prenez 10 terroristes, ils sont beaucoup plus efficaces qu'une armée de 100 000 personnes parce qu'ils veulent mourir. Et plus loin encore, en tuant, ils vous libèrent du mal. Donc il faut comprendre cela. Ce n'est pas en donnant plus de violence et en leur disant on est plus fort qu'eux. C'est faux. On n'est pas plus fort qu'eux, car si on l'était, il n'y aurait pas tous ces morts. Il n'y aurait pas eu le Bataclan, il n'y aurait pas eu la promenade des Anglais, il n'y aurait pas eu ce professeur, il n'y aurait pas eu ces 3 personnes dans cette cathédrale où ma mère aurait pu être. Et puis quoi? Et après on fait des grands discours, le président arrive et on a nos élus à côté. Mais réveillons-nous, apprenons à être humbles. On ne peut pas se battre sur une cause comme celle-là en disant qu'on est plus fort qu'eux. On ne veut pas mourir, nous, on veut vivre. Donc, pour comprendre ce raisonnement, il faut d'abord aller à l'origine de cela. Et ce n'est pas en France que ça se trouve, c'est à l'extérieur, mais ça, on ne vous le dira pas. Ça, on ne vous le dira pas. Voilà ma réponse. Et c'est à Dominique, bien que vous ayez déjà plus ou moins répondu avant, un petit peu. Oui. Que pensez-vous d'un vaccin contre le Covid? Je crois que je vous ai déjà répondu.
Comment peut-on trouver un vaccin sous une échéance de moins de 2 ans? Alors, moi, je propose à ceux qui ont trouvé un vaccin contre le Covid-19 de s'affairer déjà au virus du HIV. Combien de milliards ont été donnés pour le HIV? On ne sait pas encore. Comment se fait-il? Je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un chercheur. Mais arrêtez de prendre les gens pour des cons. Une fois pour toutes. Reprenons dès le départ. Wuhan, 2 personnes, la planète entière, Covid-19. Et puis non, pas de problème. Le vaccin arrive, mais avant, on va faire une traçabilité numérique. On va pouvoir déjà vous poursuivre, vous suivre de tous les côtés. Quel agenda? 20 ans en arrière, et je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails, 11 septembre 2001. Dramatique. 4 avions, boum, qui explosent, 3000 morts, plus de 3000 morts. Dans les semaines qui ont suivi, traçabilité financière. Ça veut dire que le 11 septembre a permis d'établir des lois comme la loi FATCA, que les Américains connaissent très bien et que la France applique, à tort d'ailleurs, car vous pensez bien que 95% des financiers sur la Terre ne financent pas Al-Qaïda, Daesh ou Al-Qaïda. Loin de là. Mais le 11 septembre a permis justement cet événement. Je ne vais pas dire que c'est la bonne excuse, mais quelque part ça l'est pour dire attendez, on va vous suivre à la trace dans tout ce que vous faites financièrement. Mais ils suivent à la trace selon leur agenda, par rapport à ce que ça leur rapporte. Mais ils n'ont pas suivi à la trace par rapport à ce que ça rapporte aux citoyens et citoyennes. La preuve, les Panama Papers en 2016. Si on avait suivi à la trace depuis 2001 tous ces gens, les Panama Papers ne seraient jamais existé. Comment se fait-il qu'en 2016, on puisse montrer qu'il existe tous ces gens qui évadent au niveau du fisc? Mais là, grâce aux Panama Papers, bravo, parce que là, on a pu récupérer quelques milliards pour vous, pour vos caisses. Mais par contre, ce qu'ils ont récupéré à cause du 11 septembre, rien pour vous. Une fois de plus, réfléchissez sur le système d'État qui est en place et la solution que le Rassemblement des droits de l'homme vous donne. Il n'y en aura pas deux, hein. Croyez-moi, je ne suis pas arrogant. Vous n'aurez jamais la possibilité d'avoir un deuxième Philippe Argilier ou un deuxième Rassemblement des droits de l'homme. Personne a la possibilité, le courage de le faire. C'est la seule opportunité qui vous sera donnée. Sinon, vous continuerez dans ce système. Et vous réélirez en 2022 le même système. Et rien ne se fera. De plus, par contre, ça pourra aller encore dans l'excès de moins. Et croyez-moi, réfléchissez bien. Et c'est pour ça qu'on me censure. C'est pour ça, cette liberté d'expression, il faut arrêter. Hein. Car pour moi, c'est un sujet qui est criminel. Qu'on ne me parle pas de liberté d'expression et qu'on n'utilise pas des caricatures de Charlie Hebdo, de Prophète Mahomet, et même cette interview que Macron a fait à El Jazeera, où il a répondu, où il a encore enfoncé le clou plus profond, mais c'est n'importe quoi. Comment un président de la République, pas chef de l'État, puisse autant dire de non-sens? On ne cautionne pas les caricatures, mais on est pour la liberté d'expression des caricatures. Mais le Covid-19 tue, mais vous pouvez tous aller à l'école. Mais comment allez-vous continuer? Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous réveiller? Mais le problème, c'est que le peu de gens qui m'écoutent là maintenant et les partages qu'il va y avoir, s'ils ne sont pas encore censurés, mais ce que je dis là, je devrais être sur un plateau de TF1, sur BFM, sur CNews. C'est ça qui devrait être dit. Mais là, on me censure. Là, on n'en veut pas. Trop dangereux. Vous avez la réponse vous-même. Pour être autant censuré, c'est que vraiment, vraiment, nous avons la possibilité de changer ce système. Et c'est exactement ça qui se passe.
Ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, ils ont réussi à tenir. Nous allons voir ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois à venir. Mais par contre, je fais appel à vous, à tous ceux qui m'écoutent. Car c'est pour vous, pour nous. Le Rassemblement des droits de l'homme, c'est la maison du peuple. C'est notre maison. C'est la transparence totale. Je ne me serais jamais engagé sur mon cahier des charges si je ne pouvais pas l'assumer personnellement. Je ne suis pas un homme politique. Alors pour tous ceux qui ont voulu élaborer des personnages à mon encontre, ils font partie de ce même système que je ferai référence à des collaborateurs, justement pour endiguer une possibilité de sortir notre pays de cette pandémie, non pas du Covid-19, mais de ce génocide qui se passe. Et comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas deux opportunités, il n'y en a qu'une et il faut la saisir. Je vous écoute, Céline. Oui, Philippe, ce sera la dernière question. C'est une question sur la politique qui touche près de chez vous. Monsieur Ciotti, député dans votre région, préconise l'ouverture de camps tels que ceux de Guantanamo. Qu'en pensez-vous? Que M. Ciotti devrait prendre sa retraite. Ou qu'il ait le courage, s'il n'a pas l'âge, de dire je dégage parce que je dis n'importe quoi. Déjà, M. Ciotti avait déjà dit qu'il fallait supprimer tous les islamistes en France, pratiquement tous ceux qui pratiquent la religion de l'islam en France. Je n'ai pas de qualificatif déjà pour répondre à cela, je l'avais dit, c'est impensable. Et maintenant, il préconise les camps de Guantanamo. Alors, M. Ciotti, on va reprendre l'historique des camps de Guantanamo. Guantanamo est une base militaire à Cuba, américaine, qui ne fait pas partie de la juridiction américaine en ce qui concerne la loi. Ce que vous préconisez en France est de monter des centres, comme Guantanamo. Donc on ne pourrait pas les monter en France. Il faudrait déjà les monter dans une de nos bases militaires. Alors allons au Liban. Le Liban. Notre président a fait plusieurs allers-retours. Voyage très intéressant. Nous avons des bases militaires très importantes là-bas. Alors on va faire ce que M. Ciotti a dit. Très bien. On va monter, alors on ne va pas les appeler les Guantanamo, on va les appeler les Ciotinamo. Allez, les bases Ciotinamo au Liban. Ça veut dire que, sous simple suspicion, parce que vous pratiquez la religion de l'islam en France, et parce que aussi l'État préconise le rapportage, même dans les écoles, certains professeurs doivent avertir sa hiérarchie s'ils pensent qu'un professeur dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. Donc ça, c'est déjà une politique de collaborateur. Donc, Monsieur X à Nice, qui habite 3 avenue Giuffredo, pense qu'au 5 avenue Giuffredo, il y a un terroriste parce qu'il pratique la politique de l'islam. Alors on va faire ce que M. Ciotti a dit. À 6 heures du matin, la police va arriver, va arrêter cet individu sous suspicion qu'il est terroriste, parce que malgré tout, il pratique la politique de l'islam. On le met dans un avion aux frais des contribuables, on l'envoie dans les camps là-bas et on le juge. Mais si on fait comme Guantanamo, rappelez-vous, le système de Guantanamo, c'était pour refuser de soumettre les détenus au système judiciaire fédéral américain, permettant ainsi l'appui sur l'extraterritorialité de la base militaire. Ça veut dire qu'un jugement peut être fait, non pas vraiment établi sur une vraie justice, mais sur une justice complémentaire d'un camp militaire dans un territoire étranger. Et là, on va juger des gens. Monsieur Ciotti, avant de recommander des camps de Guantanamo,
apprenez déjà dès le départ ce qu'ils représentaient, ces camps. Donc, comment pouvons-nous vous faire confiance? Comment pouvons-nous faire confiance même à un Emmanuel Macron qui s'autorise à se mettre à côté de vous pour dire de telles atrocités, sans mentionner Christian Estrosi, maire de Nice, qui, je le rappelle, si vous m'écoutez, monsieur Estrosi, vous avez la mémoire bien courte. Quand vous étiez beaucoup plus jeune, je suis plus jeune que vous, le commandant Argilier, ça vous dit bien quelque chose? Jacques Médecin aussi. Les bébés médecins, vous en faisiez bien partie. Vous êtes où aujourd'hui? Vous soutenez des gouvernements comme le nôtre? Vous n'avez jamais eu la délicatesse de m'appeler, car vous savez très bien ce que je fais. Vous n'avez jamais soutenu, vous, en tant que président du Conseil général. Rappelez-vous, il y a quelques années en arrière, on vous avait envoyé un document vous demandant de financer avec moi une cellule pour les enfants abusés à l'hôpital de l'Archer. C'était un professeur qui s'occupait, qui travaille d'ailleurs toujours à l'hôpital Lanval. J'avais été atterré de savoir que cet homme-là, depuis plusieurs années, essayait de relever des fonds et que ni la ville de Nice ni le Conseil général avaient répondu. J'avais moi-même, je m'étais engagé de mettre 63 000 euros parce que le montant total était aux alentours de 280 000 euros. J'avais dit je mets 63 000 euros à condition que la ville de Nice mette 63 000 euros, que le Conseil général fasse ça et que l'État participe aussi. Des courriers ont été écrits. Vous n'avez pas eu la délicatesse de me répondre. Pas eu la délicatesse de me répondre. Par contre, vous avez eu l'indécence de ne pas répondre au dernier courrier que je vous ai envoyé. Et vous savez très bien, et ça je vais le dire ce qui s'est passé, parce que les Françaises et les Français doivent savoir. Moi-même, il y a quelques semaines, je suis allé récupérer ma fille qui était chez des amis au quai des États-Unis. Il était 2h30 du matin, elle sortait de chez des amis, je la récupérais. J'avais garé mon véhicule. Effectivement, sur un passage clouté, mais j'étais à l'intérieur du véhicule. Je l'attendais parce qu'elle sortait directement et je ne voulais pas à cette heure-là qu'elle marche directement dans la rue. Dans les secondes qui ont suivi, alors qu'à 2h30 du matin, à cette heure-là, il n'y avait personne, un véhicule de la police municipale arrive. 3 individus, 3 policiers sortent. Ils me connaissaient très bien. Me demande de sortir du véhicule et commence à me poser des questions. Pourquoi je suis garé ici? Pourquoi mon véhicule porte une barre devant où, selon ce qu'il se posait, c'est une barre où il y aurait des bleus qui s'allument, alors que ce n'était absolument pas le cas. Peu importe, l'excuse était bonne, le véhicule était sur les passages cloutés. À ce moment-là, je sors. 2 des policiers me disent « De toute façon, nous, on va vous dire qui vous êtes, monsieur Argilier. » Et ils parlaient au nom de la ville de Nice. Vous êtes le président du Rassemblement des droits de l'homme et vous n'êtes rien. Vous ne représentez rien et arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Voilà exactement les mots qui m'ont été dits. Dans les heures qui ont suivi, un courrier a été adressé à M. Christian Estrosi, y compris à son commandant de police, de la police municipale, un certain Richard Gianotti, qu'on voit maintenant non-stop sur la télévision avec ce qui s'est passé, en leur demandant des excuses, en leur demandant, parce qu'ils n'étaient peut-être pas au courant, et je les informais de ce qui s'était passé, que c'était inadmissible, parce que en disant que le Rassemblement des droits de l'homme n'était rien, il disait que les Françaises et les Français n'étaient rien. Quelle arrogance! J'aurais peut-être pu accepter que cela venait de ces 2 merdeux de policiers,
car ce sont des merdeux de dire ça. Mais vous, monsieur Estrosi, et vous, monsieur Richard Gianotti, si c'est effectivement votre nom, directeur de la police municipale, vous n'avez pas eu la délicatesse de me répondre, c'est-à-dire de répondre aux Françaises et aux Français. Mémoire courte, niçois. Monsieur Estrosi, vous avez la mémoire beaucoup trop courte. Et c'est dommage, car si vous auriez eu l'intelligence, et sur ce courrier, je vous ai donné mon numéro portable privé de m'appeler, vous ne l'avez pas fait. Alors, pour moi, personnellement, croyez-moi, hein, vous pensez bien que ce que ces deux cow-boys ont dit, j'en ai absolument rien à foutre et je les emmerde, mais alors d'une façon inimaginable. Mais que vous n'ayez pas répondu sur une éventuelle, et je vous l'ai mis noir sur blanc, possibilité, et il me l'a dit, nous sommes protégés. On peut vous dire ça parce que nous sommes protégés. Je vous l'ai écrit noir sur blanc. Que vous n'avez même pas répondu en disant « Attendez, on n'a rien à voir avec ça ». Quelque part, vous cautionnez cela et vous êtes encore maire de Nice, maire de ma ville. Remettons les pendules à l'heure. Voilà, j'ai mis les pendules à l'heure. Maintenant, faites ce que vous voulez avec ça. Céline. Eh bien, Philippe, il n'y a plus de questions. Nous avons donc terminé sur cette bonne énergie. En tout cas, moi, que je vous vais avez terminer, envoyée. Céline Dominique, je vous remercie. Je vais vous dire pour ceux qui m'écoutent, le Rassemblement des droits de l'homme est là pour vous. Je n'ai aucun agenda personnel, aucun. Je vous demande qu'une chose, harcelez les médias, demandez-leur des comptes, car elles participent au génocide de celle qui est le manque d'information, la non-transparence de l'information. Parce que si aujourd'hui, une personne, ni Castex, ni Macron, ni personne, ni Ciotti qui dit ces conneries, devrait être sur TF1, l'A2, devrait être sur BFM, CNews, c'est moi. Non pas parce que je suis Philippe Argilier, parce que je représente vos intérêts. Et je n'ai que ça sur mon agenda. Et je peux vous dire que je commence à en avoir ras-le-bol, parce que je suis avant tout français. J'ai pris ce risque de venir vers vous. Prenez ce risque de venir vers moi maintenant. Le risque d'appeler les médias, parce que sinon ce n'est pas un risque de venir vers moi, c'est au contraire de vous donner la facilité de répondre à vos revendications. Vous vous rendez compte que ça fait depuis 2 ans qu'on me censure, que n'importe quel rigolo, gigolo passe sur tous les chaînes de télévision? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas à les craindre. Mais vous imaginez si moi je me positionne sur un message comme ça, déjà en commençant sur TF1, en leur demandant au rédacteur de la rédaction, au directeur de la rédaction de venir en direct sur moi et de me dire pourquoi j'ai été censuré, pourquoi nous avons été censurés, pourquoi les Françaises et les Français ont été censurés. C'est ça qu'on a besoin, d'un vrai langage, de gens qui sont vrais, d'une transparence totale. On ne peut plus mentir comme on fait, mais moi seul, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Par contre, vous vous alliez au Rassemblement des droits de l'homme. À ce moment-là, le RDH, dans sa fondation, avec ses banques de données, a la réponse à toutes vos revendications. J'ai fait ce premier pas, à vous de venir vers moi. Sans vous, ça ne peut pas se faire. Et je vous le rappelle, il n'y aura pas une deuxième fois un deuxième Philippe Argilier, il n'y aura pas une deuxième fois un deuxième Rassemblement des droits de l'homme. Ça, je vous le garantis, je vous le signe ce soir. Maintenant, malgré ce chaos de notre situation en France, sachez qu'il existe de vraies possibilités, sachez qu'il existe de vraies réponses et sachez qu'il existe de vraies solutions, aussi bien en ce qui concerne le Covid-19 que le terrorisme dans notre pays. Faut-il encore avoir le courage d'exécuter et de faire avec ce qui doit être fait pour éradiquer ce système et mettre finalement en place un système pour vous, votre France, celle à qui vous avez tant donné. C'est pour ça que j'ai toujours dit, est-ce que la France sera un jour donnée aux Françaises et aux Français? Est-ce que les Françaises et les Français ont donné à la France? Et moi, je suis votre garant pour ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit avec beaucoup d'amour, parce que l'amour, oui, parce que dans le mouvement humanitaire, on parle d'amour, peut-être pas en politique, mais chez les humanitaires, oui. Je vous embrasse tous très fort. Au revoir. Au revoir à Philippe.
Dominique et moi, nous allons à notre tour vous laisser. On va quand même vous préciser que déjà, premièrement, on est ravis que cette émission ait lieu. Effectivement, comme dit Monsieur Argilier, sans vous, nous n'y arriverons pas. Et il se trouve que nous avons vraiment à cœur d'y arriver parce que nous avons besoin de nous sustenter et de vivre dignement. Alors, il va être temps de nous rejoindre. Je pense que, comme Sandrine, je crois, l'a dit tout à l'heure gentiment, si tout le monde partage cette émission sur sa page, ce sera déjà beaucoup. Effectivement, il va falloir qu'on partage, il va falloir qu'on en parle, il va falloir qu'on se mobilise. Contactez-nous à la communication. Nous allons effectivement repasser des messages pour vous dire à quel moment on peut être disponible, on aurait besoin d'aide, etc. Mais prenez-vous en charge aussi, prenez-vous en main et contactez-nous. Parfois, on met un temps à répondre parce qu'on est débordé et parce que, heureusement, beaucoup d'entre vous répondent à cet appel, mais il va falloir que vous nous rejoigniez et comme ça, nous mettrons encore moins de temps à répondre à tout le monde. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée, fin de soirée. Dominique, à bientôt et merci beaucoup. Au revoir tout le monde.